Bonsoir, bienvenue à la BPI pour cette nouvelle rencontre de Profession Reporter. Alors, l'actualité nous rappelle encore une fois le rôle important et primordial des journalistes. Nous avons tout d'abord une pensée profonde pour le peuple ukrainien, mais aussi pour tous les journalistes qui sont sur place et qui font leur travail et qui risquent leur vie pour nous informer. La rencontre de ce soir est consacrée au journalisme d'investigation, du journalisme sur le temps long, qui est à l'inverse justement du reportage d'actualité, mais qui s'y réfère. Alors je vais laisser tout de suite la parole à Hervé Brusini, président du prix Albert Londres, et qui va nous présenter la soirée et les invités. Merci à toi et bonsoir. Merci à vous d'être là parce que c'est important qu'on échange ensemble autour de l'information, du journalisme. Et vous verrez que ce journalisme d'investigation dont on parle, c'est aussi essentiellement celui d'un combat pour la liberté d'expression avec les deux représentants formidables qui sont là ce soir. Mais au préalable, je voulais, dans la continuité de ce que Jérôme vient de vous dire, vous faire une petite lecture d'Albert Londres comme une sorte d'hommage au peuple ukrainien face à cette guerre. Ça fait 12 jours aujourd'hui, l'agression de Poutine sur l'Ukraine. Et puis, pour le courage, bah oui, après tout, disons-le, des équipes, d'où qu'elles viennent, que ce soit des équipes françaises, de tas d'autres pays, ukrainiennes évidemment, et russes, pour avoir un point en commun, un objectif en commun, un projet en commun, simple et en même temps tellement compliqué, c'est-à-dire témoigner de la réalité des faits, de les relater autant que faire se peut tels qu'ils sont. Et alors, je me suis permis de relire un peu Albert, pas comme une Bible, mais comme une sorte de référence à travers le temps. Et en 1917, Albert Londres retrouve le front français. Il est parti de l'encadrement qui était opéré par l'armée française et qui lui interdisait finalement d'écrire ce qu'il voulait. Vous voyez, on retrouve un petit peu le climat de ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire en particulier de cette loi scélérate absolument incroyable décidée par Poutine sur le fait de ne plus pouvoir nommer l'événement, de ne plus pouvoir exercer une forme de protestation pluraliste et donc de devoir strictement suivre le diktat d'une vérité officielle. Eh bien, évidemment, comparaison ne vaut pas raison, mais à l'époque, Albert Londres en a assez des vérités officielles, du journalisme embedded avant l'heure, c'est-à-dire le journalisme qui est embarqué avec les forces armées. Il a claqué la porte, il est parti un peu ailleurs et en 1917, il revient sur le front français et pour ce redémarrage en quelque sorte, il écrit ces quelques lignes dont je trouve qu'elles résonnent fortement ce soir. Nous sommes dans le petit journal et voici ce qu'écrit Albert. On est en juillet 17. Que ceux qui n'aperçoivent plus distinctement le paysage tragique de la guerre, parce qu'il leur est trop familier ou qu'ils en sont trop loin, viennent avec moi. Moi, le journaliste. Je vous emmène, suivez le nouveau embarqué que je suis. Nous allons voir ensemble. C'est l'invitation au reportage, à sa lecture. Les ennemis ont dévasté une partie de la France. Sur des cinquantaines de kilomètres, il ne nous reste plus qu'à mettre des gardiens chargés de faire visiter des ruines. En marchant des journées entières dans ce qui fut une terre heureuse, vous n'entendrez plus que des phrases dans ce goût. Oui, si ce devait être un four, là, c'était probablement une école. Ce sont les paroles que les touristes prononcent à Pompéi.
tout le nord de la patrie est devenu Pompéi. Sur ces lieux, on comprend tout. On perçoit que le plan de l'ennemi n'était pas seulement de nous battre, qu'il était de nous assujettir. Voilà qui en dit long par rapport au constat de la guerre à laquelle nous assistons heure par heure aujourd'hui, de nous assujettir par la violence. Alors, à mes côtés, j'ai deux personnes que je trouve que j'aime beaucoup. Autant vous le dire. Voilà, il y a Laurent Richard qui a créé, qui est à la base de cette initiative formidable de Forbidden Stories, les histoires interdites. C'est le genre de garçon qui ne supporte pas qu'on menace les journalistes et qu'on les tue, et surtout qu'on arrête le travail d'enquête qu'ils ont entrepris. Alors il s'est dit, eh ben, aucune enquête ne sera laissée de côté. Et nous, avec d'autres journalistes, un consortium mondial, on va poursuivre cet effort. C'est une initiative remarquable dont vous pouvez lire aujourd'hui même dans Le Monde un des derniers épisodes, et il nous en parlera, sur une mine incroyable au Guatemala, une pollution terrible, et des journalistes qui ont été intimidés dans leurs travaux pour dénoncer la surexploitation du lieu. Il a aussi parlé dernièrement d'un logiciel qui a pour nom Pegasus et qui faisait qu'on peut écouter comme ça les smartphones des puissants, comme de tous les journalistes, et donc là aussi empêcher le travail de l'enquête, empêcher la liberté d'expression. Et alors, en ce qui concerne empêcher la liberté d'expression, Sylvain Louvet, nous a fait un film incroyable. Il y a 2 ans, il a eu le prix Albert Londres pour un film qui s'appelle 7 milliards de suspects. Et nous verrons ensemble quelques extraits de ce film qui semblent purement tirés d'une fiction, alors qu'en fait, c'est la réalité la plus absolue, la plus cruelle, la plus glaçante, celle qui existe ici, en France, et dans d'autres pays du monde, et en particulier en Chine, au pays des Ouïghours. Vous verrez comment l'intelligence artificielle est mise au service d'un État totalitaire et à quel point les libertés sont un vain mot, la liberté d'expression une sorte de péripétie parmi d'autres. Et donc, voilà, c'est un grand film. Sylvain travaille maintenant chez Brut. Et en ce qui concerne l'enquête et l'investigation, tous les deux sont en quelque sorte dans la pointe du mouvement, de ce journalisme très exigeant, Jérôme l'a dit, c'est un journaliste qui est plus au long cours. Alors, comme l'histoire, effectivement, se précipite, et que tout à l'heure, nous verrons dans les journaux télévisés à nouveau cet accablement, cette angoisse qui nous saisit et qui saisit d'abord les populations concernées, je voudrais vous demander à l'un et à l'autre comment vous ressentez cette pression des événements, cette pression sur la liberté d'enquêter, la liberté d'informer, sur le choc pour l'information que représente cette guerre. Laurent. Vas-y. Oui, on en a chacun. Merci, Merci Hervé, bonsoir. Très heureux d'être là. Alors la question, c'est comment on ressent les événements et quel impact ça peut avoir sur l'information. On assiste depuis quelques jours à une succession, je trouve, d'événements assez inédits. C'est-à-dire qu'il y avait Benoît Wittkin, qui est le correspondant du Monde à Moscou, qui, comme Sylvain Tronchet, qui est le correspondant de Radio France à Moscou, qui, comme les journalistes de la BBC correspondant à Moscou, ont tous tweeté le même tweet ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu, expliquant que suite à l'entrée en vigueur des nouvelles lois en Russie, ils étaient désormais contraints de plus s'exprimer finalement sur Twitter, en tout cas de plus s'exprimer depuis le sol russe ou depuis le sol russe.
en raison du risque pénal qui pèse sur eux et du risque de prison pour de nombreuses années. Pour de nombreuses années. Et un grand nombre de journalistes, de tous médias confondus, ont pris cette même décision de suspendre un temps leurs publications sur Twitter, de continuer leur travail en laissant leur rédaction publier leurs articles tous les jours depuis l'étranger. Mais eux décidant du coup de se censurer en fait, oui. Et de limiter leur expression. Donc on voit non seulement ça, on voit des médias en Russie qui sont soit forcés de fermer leurs portes, soit qui décident de fermer eux-mêmes leurs portes puisqu'il n'y a plus de liberté d'expression et préfèrent ne rien dire que de parler d'autre chose que de la guerre. Donc on voit aussi un travail de désinformation terrible. On voit, ce matin, j'ai entendu l'histoire de ce visage, de ce soldat ukrainien sur Ukraina Today. Et en fait, on s'est aperçu que cette personne n'avait pas de visage. C'était une personne fausse, créée de toutes pièces par un algorithme pour commencer le mécanisme de désinformation. Donc on est face à une guerre brutale et avec une guerre de l'information qui va être extrêmement brutale. Et donc je pense qu'on est devant de l'inédit un peu tous les jours et que ce qui se passe évidemment à 3 heures de Paris nous replonge dans un grand nombre de questions et on voit effectivement des gens qui partagent le même mode de vie que nous, qui décident demain de prendre les armes ou de fuir, demain de rejoindre une famille de l'autre côté de la frontière. Donc ça pose... sur la capacité du reporter à informer, je ne sais pas ce que vont donner, combien de journalistes vont pouvoir raconter le siège de Kiev dans les prochains jours. Oui. Peut-être que Sylvain là-dessus a des reporters qui sont sur place, mais beaucoup de reporters ont décidé de sortir de Kiev pour pouvoir continuer à faire leur travail. D'autres vont y rester, mais ça va être évidemment terrible. Non, je suis totalement d'accord. Et je rajouterais que aujourd'hui, cette dictature numérique, parce qu'on peut l'appeler comme ça, est en train de se mettre en place en Russie, comme elle a pu se mettre en place en Chine ces dernières années. Tout ça, évidemment, boosté par les progrès technologiques. On a aujourd'hui... tout ça a été préparé depuis quand même assez longtemps. C'est-à-dire qu'en octobre, on avait déjà ce mouvement qui était enclenché. Vladimir Poutine avait mis notamment au point des technologies qui permettaient de surveiller ce qu'il appelait les comportements déviants sur les réseaux sociaux. Il a mis en place toute une batterie d'outils technologiques permettant de traquer les dissidents et que cette guerre a formidablement accéléré ce processus et qu'il va devenir évidemment de plus en plus difficile pour les journalistes de travailler en Russie, ça c'est une chose, mais que ces technologies intrusives et liberticides sont en train de s'étendre à mesure que le conflit s'étend. Et il y a effectivement, dès 2015, on a pu voir déjà des hackers russes utiliser leur technologie pour déjà commencer à mettre en place des technologies toujours plus liberticides, toujours plus intrusives, et notamment il y a eu des cas comme le malware N-Destroyer qui a permis en fait aux Russes de mettre en place de supprimer l'intégralité des énergies d'une centrale électrique et qui du coup a conduit 80 000 personnes à être coupées de tout, et que en fait cette censure, elle touche effectivement les médias, mais elle touche plus généralement le peuple. Voilà. Et effectivement, on est dans un mouvement qui est bien plus profond qu'uniquement cette guerre. Donc, il y a 2 caractéristiques du dispositif. Il y a celui qui crée une sorte de fiction, de récit sur, par exemple, le caractère nazi de la population ukrainienne, sur le génocide qu'on serait en train d'y perpétrer, donc de marteler une histoire. Mais toi, tu dis qu'il y a aussi, en complément, ces marqueurs numériques adaptés à chaque personne, donc plus simplement un récit collectif, mais de viser la singularité de chaque personne dans le comportement qu'elle a, de façon à éventuellement réprimer, mettre de côté la personne déviante. Absolument. Et
je tiens à dire que c'est quand même inédit et on le voit là avec la censure de nombreux médias en Russie, l'Écho de Moscou qui existe depuis 1990 et qui se retrouve aujourd'hui empêché de travailler à cause de cette guerre. Finalement, c'est pour Vladimir Poutine un moyen extraordinaire de pouvoir réaliser ses rêves les plus fous. C'est-à-dire qu'il utilise cette guerre pour pouvoir finalement museler sa population comme Xi Jinping l'a fait en Chine. Aujourd'hui, on voit effectivement que les mots invasion et guerre peuvent être passibles de 15 ans de prison en Russie. Oui. Ce qui fait évidemment penser à la Chine et à ses armées de censeurs. Ils sont aujourd'hui entre 250 on évalue entre 250 à 2 millions de censeurs sur les réseaux sociaux qui interdisent en Chine l'utilisation de certains mots. Et quand j'ai vu effectivement l'actualité ces derniers temps, je me suis dit, j'ai l'impression qu'on est en train de se diriger vers ça, c'est-à-dire de se diriger vers une forme de dictature numérique, et qu'au-delà en fait de cette guerre, il y a aussi ça qui se joue derrière. Oui, c'est-à-dire le défi lancé par une autre guerre, on va dire la déclaration de guerre à la vérité, à l'établissement des faits, il n'en est plus question via la technologie qu'on a mis au point. Alors peut-être qu'on va faire une chose, et après on parlera de Forbidden, c'est de regarder, pour avoir une idée de ce que nous venons de raconter là, le démarrage de ton film qui, je trouve, résume un peu dans sa trajectoire du temps ce qu'est le propos de ce soir de ton côté. Alors on va voir cet extrait ensemble. On se quitte pour 3 minutes 50. This is Olean. Olean has about the same features as many other cities. But it does have one thing that's very much different. Olean is protected by the unsleeping Ides. We have many questions about this new technology. You are recorded. Une petite révolution sur le marché de la vidéosurveillance, une caméra nouvelle génération dite intelligente. Ça y est, nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps. Le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Europe, les États-Unis et surtout la Chine se sont lancés dans une inquiétante course aux technologies de surveillance. Suivi, localisé, traqué. Plus rien n'échappe à cet œil qui ne dort jamais. Non content de nous scruter jour et nuit, 500 millions de caméras dans le monde prétendent désormais détecter nos émotions, repérer les comportements suspects et même prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Qu'est-ce que vous préférez? Être en sécurité ou éviter d'être scanné par une intelligence artificielle? Moi, je veux être en sécurité. C'est très dommage qu'on ne perçoive pas le caractère paranoïaque donc, en fait, de cette idée, qui du coup implique comme réponse l'idée qu'il faudrait en permanence pouvoir surveiller tout le monde. Une obsession sécuritaire qui, dans certains pays, est en train de donner naissance à un régime d'un nouveau genre, le totalitarisme numérique.
Ces violations des droits de l'homme impliquent clairement tout le monde, de Xi Jinping aux architectes de cet algorithme de la répression au Xinjiang. Jusqu'où ce désir de protection va-t-il nous conduire? Selon vous, le gouvernement chinois a tué votre enfant? Oui. Je hais la technologie. La technologie est une maladie. Quel niveau de surveillance nos libertés individuelles peuvent-elles endurer? La révolution numérique va-t-elle transformer notre monde en une planète habitée par 7 milliards de suspects? Alors, il n'y a pas de doute, ça fait peur. Donc, merci. Mais on reviendra après sur le fait qu'on n'est pas devant une sorte d'exercice complotiste qui dit « attention, c'est l'horreur qui arrive », mais que tout ça est très concret, et en particulier, je dirais, le laboratoire du pays ouïghour qui met en action toutes ces technologies. Laurent, lui, a montré qu'un logiciel, dans toujours cette même lignée, pouvait permettre de tout savoir, de tout voir. Ça, c'était Pegasus. Alors, comment est-ce que tu es tombé sur cette info et comment vous avez décidé, parce qu'ici, on essaie aussi d'expliciter comment on fait, comment vous avez décidé, je dirais, d'investir le potentiel de Forbidden sur cette affaire Pegasus? Alors, on a eu accès à une base de données assez vertigineuse, en fait, une liste de 50 000 numéros de téléphone. Quand je dis 11, c'est Forbidden Stories et Amnesty International. Nos deux organisations ont eu accès à ces mêmes data. C'est-à-dire qu'il y a un lanceur d'alerte à l'origine? Il y a une source qui confie les documents. On restera discret. Et voilà. Et donc, on a ces 50 000 numéros de téléphone correspondent à 50 000 numéros de téléphone entrés, utilisés par les clients de la société NSO Group, qui est une société israélienne qui vend un logiciel d'espionnage qui s'appelle Pegasus, et qui vend ce logiciel à des États, et seulement à des États, entre autres l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Mexique, le Bahreïn, un grand nombre d'États qui ont souvent pour point commun d'avoir une très mauvaise réputation en matière de respect des droits de l'homme. Et ce logiciel Pegasus sert à espionner n'importe qui. On a trouvé dans la liste le numéro d'Emmanuel Macron. On a d'autres chefs d'État, d'autres premiers ministres, un grand nombre de journalistes en France, mais aussi évidemment au Maroc, en Azerbaïdjan, au Mexique, des diplomates. On a donc toute une série de personnalités qui, tout à un moment donné, représentent un danger pour celui qui les surveille. Et donc ces 50 000 numéros de téléphone, on a commencé par essayer de mettre un nom à ces numéros de téléphone. Et donc avec l'aide du bureau d'Amnesty International Security Lab à Berlin, on a essayé d'identifier le plus grand nombre de numéros possible pour savoir qui avait été la cible. Mais cette liste ne suffisait pas en fait. C'était le point de départ de l'enquête. En fait, ce qu'il fallait surtout obtenir, c'était la preuve de l'infection réelle. L'infection, c'est le vrai mot utilisé par les spécialistes de la cybersurveillance. Ils ne parlent pas de hacking, ils parlent d'infection, comme si c'était une pathologie, un virus qui organiquement se développait dans un organisme. Et l'infection se définit par la prise de contrôle totale d'un appareil. Et prise de contrôle totale, ça veut dire pouvoir activer la caméra, le microphone, écouter les messages, lire les messages, et y compris lire les messages chiffrés. Lire les messages chiffrés échangés, par exemple, sur les messageries Signal ou WhatsApp, qui sont chiffrés, mais en fait, Pegasus, c'est comme une personne au-dessus de votre épaule qui va lire ce que vous lisez, qui voit ce que vous voyez. Une fois que c'est dans votre téléphone, Pegasus, ça prend le contrôle, et donc l'opérateur de renseignement qui est au Maroc, au Mexique, en Azerbaïdjan, au Bahreïn,
va savoir ce que vous faites, avec qui vous parlez, quels sont vos rendez-vous, quelle est votre source si vous êtes un journaliste, quelle est la prochaine manifestation à laquelle vous comptez participer si vous êtes une militante des droits de l'homme qui se bat contre la corruption au Mexique, qui va savoir quelle va être la prochaine publication de Khadija Ismailova contre le régime d'Ilham Aliyev. Et donc ça sert à, en tout cas quand on vise les journalistes, ça sert à tuer l'histoire. Et la façon quand ces gouvernements qui utilisent ce genre de logiciel de tuer l'histoire, c'est de menacer la source. Donc il faut savoir quelle est la source. C'est de menacer le journaliste. Donc il faut récupérer éventuellement des choses compromettantes sur le journaliste. C'est-à-dire que cette connaissance permet d'agir sur les vecteurs de l'info ou ceux qui vont la diffuser. C'est un peu pour rejoindre ce que disait Sylvain, c'est cette autre guerre à très basse intensité qui est permanente et qui prépare le terrain de l'information. C'est-à-dire qu'avant de déclencher une guerre brutale de l'information, avant d'aller interdire un média, on va espionner les journalistes, on va espionner les sources. Et parfois, vous ne le saurez jamais. Parce que souvent, l'objectif de celui qui vous surveille, c'est pas tant de vous empêcher directement, mais surtout d'empêcher la source ou de dissuader la source de vous parler. Donc vous n'avez finalement pas connaissance en fait, du dommage, puisqu'il va arriver quelque chose à la source et vous n'en saurez rien. Donc pour revenir au point de départ de Pegasus, c'est ça, c'est aussi pour la première fois, donc on a publié ça en juillet dernier, avec 80 journalistes, on a travaillé dessus pendant des mois, avec plus d'une trentaine d'organisations de presse, dont le Washington Post aux États-Unis, Le Monde en France, Süddeutsche Zeitung en Allemagne, Le Guardian en Angleterre. Et au même moment, on a tous publié le projet Pegasus, qui a révélé un scandale d'espionnage historique, puisque pour la première fois vraiment, à une échelle mondiale, on révélait les visages de ceux qui étaient les victimes de la cybersurveillance. Jusque-là, il y avait d'autres scandales qui avaient éclaté, bien sûr. Il y avait l'affaire Snowden qui avait révélé comment la NSA, l'agence américaine, avait mis en place un programme entre autres PRISM, pour aller choper les métadatas des gens, en gros savoir qui parle à qui et à quelle heure. Là, on montrait qu'en fait, monsieur tout le monde pouvait être concerné par ça, parce que si demain vous êtes avocat, si demain vous comptez manifester quelque part à Mexico ou ailleurs, vous pouvez être visé par ce logiciel-là. Donc c'est ce que notre enquête a révélé. L'enquête a eu pas mal de conséquences dans le monde entier. Lesquelles entre autres, les États-Unis ont décidé de blacklister la société NSO Group, ce qui est une décision forte, politiquement assez importante d'ailleurs. La France a été, alors que la France avait son gouvernement entier écoutez, dans la liste en tout cas des cibles, et dont certains ministres ont été réellement infectés d'après des enquêtes internes menées par les services français. La France a finalement pas réagi, elle était plutôt timide sur cette question-là. Est-ce que parce qu'elle est gênée par son allié et ami marocain qui a opéré ces hackings, ces infections? Est-ce que c'est parce que c'était la stratégie française de ne pas dire grand-chose? Mais en Hongrie, en Inde, il y a eu des manifestations. La Cour suprême en Inde a décidé de diligenter une sorte de commission d'enquête là-dessus. Il y a une commission d'enquête aussi en Israël. Le Parlement européen a décidé cette semaine de lancer une commission d'enquête aussi assez importante sur l'affaire Pegasus, pour que, en fait, le vrai problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien pour défendre le citoyen. C'est-à-dire que nous tous, non seulement la plupart du temps, on ne sait pas qu'on est une victime parce que c'est une attaque invisible. Vous ne savez pas si vous êtes espionné, votre téléphone ne surchauffe pas, il n'y a aucun signe apparent extérieur. On n'entend pas clic-clac. On n'entend pas clic-clac, on n'entend pas un vieux moustachu qui branche de câble quelque part. Et tout. Non, l'ouverture d'une bouteille de rouge. C'est ce qu'on appelle l'ère du zéro clic. C'est-à-dire qu'il y a même plus on reçoit même plus un lien sur lequel il faudrait cliquer pour être. C'est pas la Stasi de l'époque. Non, c'est une autre époque où l'attaque est invisible. Et ce qui a été surtout inquiétant, c'est que donc il n'y a rien pour nous protéger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mécanisme pour soit limiter l'importation ou l'exportation de ces logiciels-là, pour contrôler, pour donner un moyen légal ou judiciaire aux citoyens pour se battre contre la société NSO, ou l'État qui utilise, ou tout autre. Alors juste une petite question.
On voit bien que ce genre d'enquête est à déflagration internationale. Comment on fait quand on est Forbidden Stories pour envisager, répondre, veiller à tout ça? Parce que la vague est énorme. Oui. C'est un travail complexe et qui prend beaucoup de temps. C'est jamais facile de coordonner un travail de 80 journalistes, d'une trentaine de rédactions, où tout le monde a un agenda un peu différent. Et notre rôle à Forbidden Stories, et c'est pour ça qu'on a une équipe de choc à Paris ici, dirigée par Sandrine Rigaud, c'est d'assurer une très bonne coordination. Ça veut dire diviser le travail, ça veut dire s'accorder sur une date de publication, ouais. Ça veut dire harmoniser la défense légale. Ça veut dire qu'au dernier moment, on va avoir des avocats dans différents pays, dans différentes rédactions qui vont relire toutes nos histoires et on va se mettre d'accord sur la façon de présenter tel ou tel fait ou d'imputer telle ou telle chose à telle personnalité. Et c'est un travail qui est aussi très complexe parce qu'il fallait, quand on a enquêté sur Pegasus, évidemment, il fallait qu'on soit le plus discret possible. Oui. D'autant qu'on enquêtait sur des gens qui espionnent, donc c'était assez challenge. Sans sombrer dans la paranoïa totale. Sans sombrer dans la paranoïa qui peut être inhibitrice aussi. Bien sûr. Et donc, on a mis en place et développé, avec l'aide aussi de l'équipe brillante du Security Lab à Berlin, des moyens technologiques pour pouvoir converser de manière ultra chiffrée, ultra protégée. Et on a utilisé pas mal d'autres outils et appareils pour mener à bien ce projet-là. Mais le journalisme collaboratif, c'est le nom que porte ce type de journalisme-là. C'est la même chose que ce qui avait été à l'origine des Panama Papers, par exemple, ou de Offshore Leaks, ou des Pandora Papers. C'est extrêmement utile aujourd'hui, non seulement parce que ça apporte plus d'impact à nos enquêtes, ça permet aussi d'apporter beaucoup plus de protection. La collaboration apporte de la protection. C'est-à-dire que le but de Forbidden Stories, et comme tu l'as rappelé au départ, c'est de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés, et de faire en sorte que celui qui voudrait s'en prendre à un journaliste, il réfléchisse à deux fois, parce que l'histoire qu'il voudrait censurer en Azerbaïdjan, non seulement sera publiée au final en Azerbaïdjan, mais aussi à New York, à Paris et un peu partout dans le monde. Donc on veut lancer ce signal fort aux ennemis de la liberté de la presse en leur disant « Vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message ». Donc c'est ça l'ADN de Forbidden Stories. Donc la collaboration journalistique, elle apporte de la protection, parce que ça fait aucun sens d'en tuer un s'il y en a 65 autres derrière qui sont prêts à prendre la relève. Elle apporte aussi pour le lecteur, le téléspectateur, au final, une information d'une qualité encore plus élaborée, puisqu'il y a 65 fact-checkers ou 80 fact-checkers derrière chaque information, derrière chaque mot. Donc c'est aussi intéressant. Et puis on apprend aussi beaucoup des cultures et des usages des uns et des autres quand on travaille justement comme ça. Et ça fait plein d'angles différents, de points de vue. Oui, et ça permet effectivement d'avoir beaucoup plus de ressources, puisque tout le monde ne peut pas aller et au Brésil, et en Inde, et en Afrique du Sud enquêter. Et donc on divise le travail. Alors, on va revenir sur nous, les 7 milliards de suspects, mais cette fois, on va se concentrer sur le pays ouïghour, où on voit que c'est du Pegasus, mais puissance d'une population, très concret. Et donc, on va voir une séquence où tu arrives avec l'équipe sur les lieux, et là, on commence à comprendre comment fonctionne le système. Alors, on va voir cet nouvel extrait, et à nouveau, puisqu'on est abonné à la durée, c'est 3,50. À Urumqi, le climat de peur et de méfiance est d'une rare lourdeur. Checkpoint à reconnaissance faciale contrôlé par l'armée. Commissariat à chaque coin de rue. Les Ouïghours sont constamment fouillés. Leur téléphone portable régulièrement inspecté.
Une surveillance qui, à en croire ce chauffeur de taxi, a pris des proportions inimaginables ces dernières années. Moi, je loue un appartement. Peu de Ouïghours peuvent le faire. Sur ma porte, j'ai un QR code à l'entrée de chez moi. Un QR code? Oui. Tu veux que je t'envoie une photo? À Urumqi, les autorités chinoises ont apposé à l'entrée de tous les domiciles des Ouïghours les numéros des cartes d'identité des membres du foyer, avec en prime un QR code, un code barre pour surveiller les familles. Le QR code, ils le scannent plusieurs fois avec leur téléphone et en scannant le QR code, on obtient le nombre de personnes dans la famille. S'ils sont présents à la maison et ce qu'ils font. Les Ouïghours ne peuvent plus sortir du Xinjiang sans autorisation. Et ils sont réduits au silence. C'est ce que nous allons découvrir dans le Grand Bazar, le quartier historique de la ville. Un quartier quadrillé par des checkpoints à reconnaissance faciale. Ici, les slogans à la gloire du Parti communiste et du président Xi Jinping s'affichent sur la façade de la grande mosquée. Vous êtes de la communauté ouïghour? Non, 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 merci. Bonjour, on peut vous poser une petite question? Non, désolé. Non? Pourquoi? On ne peut pas parler politique ici. Par contre, si vous voulez parler de nos produits locaux, pas de souci. On parle d'une répression du gouvernement chinois envers les Ouïghours. Vous en avez entendu parler? Non, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, non. Dans le Grand Bazar, les autorités ont donné pour consigne aux citoyens de ne pas s'adresser aux étrangers. D'ailleurs, des policiers s'assurent que personne ne déroge à la règle. Qu'est-ce qu'il y a? Contrôle de papier. Donc, vous êtes arrivé au Xinjiang et puis très vite vous vous rendez compte que ce pourquoi vous venez existe bel et bien. Alors, comment on fait pour enquêter dans un pays hyper surveillé et néanmoins y parvenir quelque peu? C'est sûr que ça n'a pas été une mince affaire. On a commencé... en fait, les ennuis ont commencé dès le 7e jour de tournage. C'est-à-dire qu'on tenait vraiment à partir avec un visa presse pour éviter d'être éliminé du pays et sorti manu militari. Donc on a demandé un visa presse qui nous a relativement protégés, mais au 7e jour, sans aller avant même le Xinjiang, on a été arrêtés par des agents du parti communiste chinois qui nous ont demandé ce que l'on faisait ici. Donc on a, dans un stress, on leur a expliqué qu'on était des Snapchatters, qu'on travaillait pour Cyril Hanouna, parce que c'est la première chose qui nous est venue. On a montré des photos de Cyril Hanouna en disant, mais je vous assure, vraiment on travaille pour lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, ils ne nous ont pas cru et on a été suivis à partir de ce jour-là par 3 voitures qui nous suivaient en permanence, des agents qui dormaient sur le parking de l'hôtel, puis qui sortaient de nos chambres d'hôtel. Je pense que Laurent a vécu des conditions un peu similaires dans le cadre d'autres tournages, et ce qui est évidemment des conditions très particulières quand vous voulez faire votre métier de journaliste. Et puis la surveillance s'est intensifiée. Quand on a commencé à interviewer des citoyens chinois, les citoyens partaient dans des voitures noires du Parti communiste pour se faire débriefer. On les voyait être
voilà, tous globalement en panique en se disant qu'ils n'auraient jamais dû nous parler. Donc on a arrêté en cours de tournage, on a arrêté le tournage, on s'est dit on va peut-être rentrer. Et puis finalement on s'est dit on va essayer de jouer un peu les touristes, en tout cas les vrais Snapchatters. On a abandonné le tournage pendant 3 jours et on a repris. Et exactement comme Laurent, on a mis en place tout un système de protection des données, on a crypté nos disques durs, on a distribué nos rushs au fur et à mesure du tournage. Pour distribuer, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on avait des sources en Chine qui, à chaque étape du voyage, récupéraient nos cartes mémoire. D'accord. Pour les mettre à l'abri. Pour les mettre à l'abri. Et quand on a voulu partir au Xinjiang, on est parti en ayant backupé l'intégralité de nos rushs. Wow. On est arrivé ensuite sur place et effectivement, les scènes que vous voyez ont été évidemment répétées. On a eu beaucoup de mal à travailler pour vous dire, les débriefings pour parler, pour se faire des points d'équipe, on les faisait dans des karaokés puisque c'était le seul endroit où on pouvait mettre la musique très très forte pour pouvoir se parler. Voilà, ça a été des conditions très particulières et quand on arrive au Xinjiang, on se rend compte effectivement qu'on est dans probablement la région la plus surveillée au monde, avec un endroit dans lequel les technologies ont pris une telle place que l'on ne peut plus bouger un œil, une oreille sans être spoté par le régime chinois. Et donc, ça a été extrêmement compliqué de travailler. Évidemment, il y avait très peu d'informations qui circulaient sur les Ouïghours à cette époque-là et sur notamment les camps de concentration ouïghours, puisque évidemment dans cette zone du monde, il y a plus d'1 million de personnes qui sont aujourd'hui détenues dans des camps de concentration. Le régime chinois a mis en place une politique de sinisation intensive, c'est-à-dire que la majorité Han en Chine, qui était de l'ordre de 4% en 1949, est aujourd'hui plus de 40%. Donc il y a vraiment une espèce de colonisation des Han. Parce qu'eux sont turcophones. Ils sont turcophones de religion musulmane. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on entend un peu la même musique. C'est-à-dire que toujours, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le fascisme, etc., qui justifie l'injustifiable. Ou pour le bonheur. Ou pour le bonheur, évidemment, et la tranquillité, la sécurité publique, etc. Et quand on est arrivé là-bas, on a été extrêmement surpris de voir cette batterie technologique mise en place pour réprimer une minorité, puisque c'est la raison pour laquelle Xi Jinping a développé toutes ces technologies. Et le bout du bout de notre enquête fait qu'on a découvert un algorithme qui s'appelle l'algorithme IGOP, qui est une plateforme utilisée par les policiers chinois, qui leur permet en fait de classer les individus par degré de suspicion. C'est-à-dire que les policiers ont entre leurs mains un logiciel et un formulaire dans lequel ils remplissent des cases, et dans ces cases, c'est si vous détenez des documents sur votre téléphone liés au Coran, si vous avez des appareils de musculation et que vous avez une consommation d'énergie trop importante chez vous, vous pouvez être considéré comme suspect par le régime chinois. Et ces formulaires-là sont envoyés à une plateforme, et l'algorithme va ensuite déterminer qui va partir dans des camps de concentration. Voilà. Et qui est pour nous, voilà, on a souvent utilisé ce mot de dictature 3.0, de totalitarisme numérique. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher, quand on voit le conflit là en ce moment en Ukraine et puis les dispositions prises par le régime russe, on ne peut pas s'empêcher de faire ce parallèle. Pour la petite anecdote qui n'en est pas une, Vladimir Poutine a lancé en octobre dernier, je crois, un grand programme de caméras reconnaissance faciale dans les établissements scolaires. Il a mis sous surveillance 1608 écoles et il envisage de déployer ces caméras reconnaissance faciale dans 43 000 établissements. On a un président qui est convaincu, comme Xi Jinping, que la technologie va lui amener de la sécurité. Et évidemment, qui cible toujours une minorité. C'est-à-dire, on part toujours avec des intentions, en tout cas on affiche ça à la population louable, qui est se protéger contre un risque terroriste. Là, voilà, ce qu'il expliquait, le nazisme en parlant des Ukrainiens. Et au final, on se rend compte qu'on se retrouve dans une société extrêmement verrouillée, sous cloche, comme on a pu voir au Xinjiang. Alors... je trouve que, si tu veux, ce que tu es en train de décrire rappelle aussi ce que tu dis dans le film sur le reste de la population chinoise avec le crédit social, où celui qui dévie, même s'il n'est pas ouïghour, mais parce qu'il se comporte mal, il y a une échelle également de la bonne citoyenneté. Donc on voit que c'est, quelque part,
l'intégralité de la population. Les Ouïghours, eux, sont réprimés et peuvent être mis dans des camps, mais le reste de la population est lui aussi classifié, scruté, examiné en fonction des qualités officielles dont il doit faire preuve et pour pouvoir rester membre du Parti communiste, jouir d'un certain nombre d'avantages. Donc c'est un dressage et une observation globale de toute la société chinoise. Et quand on dit toute la société chinoise, ça veut dire quelques milliards. Oui, et puis les Chinois sont évidemment beaucoup moins rétifs, beaucoup plus ouverts à être surveillés parce que c'est dans leur culture. En Chine, il y a ce qu'on appelle le Dong'an, c'est un petit carnet qui vous suit tout au long de votre vie. Le Parti communiste, en fait, note chaque étape de votre vie, vous surveille dans un petit carnet, et en fait, ce n'est que l'étape d'après. C'est-à-dire que ce n'est que l'étape finalement technologique du Dong'an. C'est-à-dire qu'on a tourné évidemment dans une ville qui s'appelle Rongchen, qui est une ville dans laquelle est testé en ce moment le système de notation des citoyens en Chine, le système de crédit social qui a été rendu obligatoire. Et ce système, en fait, vise à rééduquer la société. On a interviewé le chercheur qui était à l'origine de cette théorie du crédit social. Et, un petit homme qui, bien sous tout rapport, a priori. Absolument, et qui dit des choses épouvantables. Voilà, et qui semble expliquer que, effectivement, la société, en tout cas les individus, les citoyens doivent être éduqués pour que la société tourne bien. Ce qui est assez incroyable. Et il nous a dit d'ailleurs, si vous aviez ce système de notation des citoyens, vous n'auriez probablement pas eu les gilets jaunes. Oui. On est un peu bête. Voilà, ce qui est quand même incroyable. Mais c'est assez, ça peut effectivement faire sourire, mais on voit petit à petit se diffuser cette idéologie de notation des citoyens petit à petit dans nos sociétés. Aux États-Unis, il y a ce système de credit score qui est très poussé, où vous avez votre vie à crédit, donc les banques vous octroient une notation de quelque sorte. Et nous notons un peu tout le monde. Et nous notons, voilà. Et petit à petit, ça se diffuse. Très récemment, je crois que le Pôle emploi ça a été, il y a eu des fuites et ça a été rendu public. Pôle emploi donne des notes aux chômeurs. Donc, je ne dis pas qu'on va basculer tout de suite dans une société orwellienne chinoise, mais j'entends, mais il y a des prémices. Mais on s'habitue à ça. Voilà. Alors, dans ce que décrit Sylvain, il y a cette sorte de rouleau compresseur, d'effet de puissance. Et toi, la plupart du temps, tu as affaire à ceux qui sont en quelque sorte les empêcheurs de tourner en rond de ces grandes puissances, y compris dans un des derniers volets soulevés par Forbidden, qu'on peut lire dans Le Monde encore ce soir, c'est cette mine de nickel au Guatemala. Et là, c'est quoi l'événement qui a fait que vous avez démarré sur cette histoire et que ce combat, vous le sortez avec, là encore, une foultitude d'informations? Le point de départ, c'était il y a 3 ans, une enquête qu'on a lancée qui s'appelait Green Blood, dans 3 pays, en Tanzanie, au Guatemala et en Inde. 3 journalistes l'un avait été assassiné, l'autre forcé à l'exil et l'autre emprisonné, et un 3e emprisonné. Les 3 ne se connaissaient pas, mais les 3 enquêtaient sur la même histoire, le même sujet sans le savoir. Ils enquêtaient tous les 3 sur des entreprises minières qui avaient pour point commun de polluer. Jagendra Singh a été brûlé vif parce qu'il enquêtait sur le trafic de sable et s'est confronté à la mafia du sable qui en Inde est très puissante. Carlos Choc au Guatemala, lui, a été forcé de vivre dans la clandestinité. Et plusieurs journalistes en Tanzanie ont essayé de documenter les ravages causés par une mine d'or qui minait de l'or en Tanzanie, mais l'exportait ensuite vers la Silicon Valley. Cet or était ensuite revendu à Apple, qui l'utilisait ensuite dans les iPhones. Donc on avait remonté la supply chain totalement. Et le point de départ, c'était ça. C'était on constatait que enquêter sur les crimes environnementaux était de plus en plus dangereux pour les journalistes. Et qu'à l'heure où on a précisément besoin d'informations précises sur le changement climatique et sur l'impact de nos propres industries, si on veut prendre les bonnes décisions pour plus tard, on a besoin d'une information totale et ultra précise. Et on a besoin que nos reporters puissent enquêter sur ces crimes environnementaux. Et donc on a lancé le projet Green Blood parce que
on voulait aussi poursuivre ce travail-là à grande échelle, à une échelle mondiale, et montrer aussi qu'il était difficile d'enquêter sur ces sujets-là. Et l'une de ces enquêtes portait au Guatemala sur cette mine de nickel, dont le siège est en Suisse. C'est une mine qui s'appelle, la société s'appelle Solway, et elle opère au Guatemala et dans d'autres pays. Et au Guatemala, elle vient pour chercher du nickel qui va servir ensuite dans plein d'usages de nos quotidiens. Il y a un peu de Russie aussi dans l'histoire. La mine est dirigée par des citoyens russes. La mine n'est pas russe, mais il y a beaucoup de salariés russes qui opèrent la mine sur place. Et donc on a enquêté, publié, c'était il y a 3 ans. Et depuis, une source est revenue vers nous, nous disant qu'elle avait 8 millions de documents à disposition qui provenaient de cette entreprise minière. Mais quand la source vient, c'est quoi? C'est des disques durs? Ça se présente comment? On a le droit d'être un peu indiscret? Pas trop. Pas trop. Non, pas trop. Parce que ce sont des quantités énormes. C'est 4 Tera, donc c'est vraiment et donc il faut gérer ça. Donc il faut gérer, donc ça demande une infrastructure pour pas seulement pour héberger, mais pour chercher dedans. Parce que c'est une compétence très spécifique. Ouais. Mais dans ces grands projets collaboratifs comme les Panama Papers, comme Pegasus ou comme celui-là, Mining Secrets, il y a toujours une composante data qui est très importante. Il faut savoir chercher dans les data, ce qui peut être très difficile. Donc il faut mettre en place ce qu'on appelle un index and search. C'est vraiment un outil pour aller, une sorte de Wikipédia qui va nous permettre de chercher par mots-clés, par prénom, par nom, ce qui nous intéresse. C'est comme ça qu'en rentrant les mots-clés, par exemple, des journalistes de Forbidden Stories qui étaient venus il y a 3 ans au Guatemala enquêter, on a trouvé des vidéos où nos propres journalistes étaient filmés par des agents de sécurité de la mine qui les suivaient dans les rues de la ville où ils étaient descendus et qui les filmaient dans tous leurs contacts et qui les photographiaient à la longue focale. Donc vous avez pu lire à livre ouvert, après coup, la surveillance dont vous aviez fait l'objet. Oui, alors ça c'est assez... c'est pas drôle, mais ça reste assez léger au regard de ce qui arrive. De l'enjeu. Et de ce qui arrive aux journalistes au Guatemala, qui, eux, ont été fichés tous les jours, photographiés tous les jours, filmés à leur insu. Et puis, dans ces documents internes, on a découvert des stratégies accablantes pour chasser d'un territoire que la mine voulait récupérer une population, un village qui s'appelle Las Nubes, et les pires plans ont été imaginés pour les évincer. L'idée numéro 1, c'était de faire croire que cette population et ce village étaient tous contaminés par le HIV. Ils avaient tous le sida. L'idée numéro 2, c'était de faire partir des incendies tout autour du village pour les chasser du territoire. L'idée numéro 3, c'était de colporter d'autres rumeurs de maladies sur ces populations-là. Et ça, c'est écrit par un responsable dans une mine qui est l'un des leaders au monde. Comme stratégie. Et c'est l'un des documents de cet immense leak. Donc on a travaillé comme ça. Et cette enquête-là, elle est importante parce qu'elle montre à quel point il est dangereux d'enquêter sur ces crimes environnementaux-là, mais elle montre surtout l'impunité en fait, dont bénéficient ces industries. Et comment se fabrique cette impunité. Et ce que l'on voit également, et c'est ce qu'on peut voir dans d'autres pays, en Tanzanie ou en Inde, où on avait enquêté aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une entreprise qui s'installe, qui en général vient d'Europe de l'Est ou d'Europe ou des États-Unis, il y a toujours forcément une proximité extrêmement forte avec le pouvoir en place. Et donc on retrouve toujours le même triptyque, c'est-à-dire violation de la liberté de la presse, il n'y a aucun respect des droits de la presse, aucun respect des droits environnementaux, aucun respect des droits humains. Et c'est toujours ce terrible triptyque que l'on voit opérer, et une immense impunité, c'est-à-dire que les crimes environnementaux qui sont commis, les crimes commis contre la presse sont rarement punis. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être passer à quelques questions. Si vous le souhaitez, vous avez là, encore une fois, 2 représentants d'un journalisme d'investigation très, très audacieux, très entreprenant, de grande ampleur.
Oui, moi j'en ai deux. Vas-y Jérôme. Une pour Laurent et une pour Sylvain. Ça tombe bien. Donc Laurent, je voulais savoir comment vous travaillez. Est-ce que vous décidez, vous travaillez sur une enquête, vous travaillez sur plusieurs enquêtes en même temps, parce que ça vous prend énormément de temps. Et pour Sylvain, je voulais savoir comment vous avez décidé de faire ce reportage. Est-ce que vous avez répondu à une commande? Qui vous l'a commandé? Est-ce que c'est vous qui l'avez proposé? Le format est un peu différent d'habitude, c'est pas 52 minutes, donc comment ça s'est passé en fait? Je commence. En général, on travaille à peu près une année sur une enquête, mais on ne travaille pas que sur une seule enquête pendant une année. On lance d'autres pistes. On fait aussi des reportages plus courts et plus spontanés, entre guillemets, aussi tout au long de l'année. Et puis aussi, il y a deux idées en fait chez Forbidden Stories. La première, c'est de poursuivre le travail des reporters menacés. La deuxième, c'est d'essayer de dissuader aussi. Et une façon de prévenir ces crimes, c'est de proposer aux journalistes qui sont en danger de mettre leurs informations au moment même où ils enquêtent à l'abri, chez nous, de partager ça avec notre consortium. Et si jamais il leur arrive quelque chose, alors on sera en mesure de continuer. Mais surtout, ils peuvent le faire savoir. Ne vous en prenez pas à moi parce que toutes mes enquêtes, toutes mes infos, toutes mes interviews, l'interview que j'ai réalisée hier du ministre corrompu au Guatemala ou ailleurs, est déjà backupée quelque part dans les mains de Forbidden Stories. Donc si vous voulez la censurer, en fait, vous allez l'exposer encore plus. Et donc ça, et la semaine prochaine, je pars une semaine en Amérique latine rencontrer une quarantaine de journalistes d'Amérique latine qui sont tous menacés et qui mettent tous à l'abri leurs informations dans ce qu'on appelle le Safe Box Network. J'entends. Est-ce que vous avez la confirmation, en tout cas le sentiment que cette dissuasion fonctionne? On a le sentiment que la collaboration est dissuasive. C'est certain que on a, par exemple, pour donner un exemple très concret, je pense en 2019, on était contacté par 21 journalistes mexicains qui enquêtaient sur le meurtre de l'une de leurs consoeurs, Miroslava Briac, qui avait été assassinée. Et tous voulaient rester anonymes. Et ils nous ont appelés pour nous dire qu'il faudrait qu'on fasse cette enquête ensemble parce que nous, on ne peut pas appeler les députés qui sont impliqués. On ne peut pas appeler telle institution qui est très proche de ce cartel-là. Donc on a besoin d'avancer à plusieurs. Et le fait d'avancer avec des journalistes qui vivent à l'extérieur des frontières, à qui finalement il ne va pas arriver grand-chose. Nous, il ne va rien nous arriver à Forbidden Stories à Paris. Donc c'est la liberté de la presse dont on dispose ici, on peut en faire bénéficier les autres. Donc oui, cette collaboration et le fait d'avancer en réseau est dissuasif. Après, la réalité, c'est que chaque jour au Mexique ou chaque semaine, il y a toujours des meurtres commis contre les journalistes. Oui. Et puis partout dans le monde. Et Forbidden Stories, on n'a évidemment pas ni la naïveté de croire qu'on va stopper ces assassinats commis tous les jours ou presque contre les journalistes dans le monde. Mais ce que l'on souhaite, c'est déjà insuffler une autre dynamique dans notre métier, de considérer que quand un journaliste au Mexique meurt, ce n'est pas seulement un drame mexicain, c'est un drame pour la liberté de la presse. Et ce n'est pas seulement une histoire mexicaine, l'histoire du cartel, c'est une histoire mondiale parce que ce même cartel va vendre de la drogue chez nous, va avoir des complices chez les trafiquants néerlandais. Donc toutes les histoires sont globales. Donc un meurtre local est une histoire globale. Donc on veut aussi connecter les journalistes qui sont en danger et qui vont tous les jours sur le terrain. En général, d'ailleurs, quand on regarde le profil des journalistes assassinés, ils ont souvent pour point commun d'être des freelances. Et en sont souvent réduits à publier sur Facebook parce qu'en fait, ils n'ont plus de rédaction derrière parce que 2 mois avant, la rédaction a pris une grenade à l'accueil et ils ont fermé le rideau, par exemple. Et ces journalistes qui sont isolés n'ont plus cette conversation que nous, on a tous les jours avec nos rédacteurs en chef, un producteur. Quand je pars sur le terrain, je dis à l'autre, je pars là-bas, si tu n'as pas de nouvelles de moi, appelle telle personne. J'ai reçu hier une menace, elle vient de là. Il n'y a plus cette conversation qui existe. Donc nous, on veut reconnecter et recréer cette conversation-là parce que la collaboration apporte de la protection et permet justement à celui qui en bénéficie de faire savoir à l'autre que ça ne servira à rien. Et juste un dernier exemple, ce n'est pas le meilleur exemple pour montrer l'efficacité du système, mais
ça montre que ceux qui sont le plus exposés ont le plus besoin de ça, de notre propre collaboration. Khadija Ismailova, journaliste en Azerbaïdjan, la seule journaliste en Azerbaïdjan qui ose enquêter sur un régime qu'il a mis en prison, qu'il a jeté en prison pendant plus d'1 an et demi. 6 mois avant d'être arrêté, publié sur Facebook un long texte. En cas d'arrestation, voilà ce que vous devez savoir. J'ai enquêté sur ce sujet-là, j'ai enquêté sur cette personne-là, je m'apprêtais à révéler ça. Donc, vous, journalistes étrangers, à vous de reprendre la relève et de faire savoir dans vos pays ce qui se passe dans le mien. Oui, c'est-à-dire, elle-même a pris l'initiative. Ouais. Sylvain ? Oui, pour répondre à la question, le documentaire n'était pas une commande, c'était une volonté de ma part. En fait, tout simplement, la genèse de tout ça, c'est qu'en 2017, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, basiquement, d'un journaliste anglais qui lançait un défi aux autorités chinoises. Il lançait un défi dans une ville qui s'appelle Guiyang, qui est au centre de la Chine, une ville de 3 millions d'habitants, de le retrouver uniquement à l'aide des caméras reconnaissance faciale. Et en fait, en voyant cette vidéo, ce qui m'a frappé, c'est qu'en 7 minutes, donc seulement 7 petites minutes, il se perdait dans la ville et les autorités chinoises l'ont arrêté. Et donc j'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte que la Chine avait une caméra pour 2 habitants et concomitamment, je voyais que cette technologie était utilisée au Xinjiang et qu'il y avait très peu d'informations qui circulaient sur les camps de concentration et sur la répression ouïghour. Et que justement, les journalistes chinois ne pouvaient pas enquêter sur ce sujet-là, puisque c'était évidemment trop dangereux pour eux. Donc, j'ai au départ écrit un film qui s'appelait My Chinese Big Brother, qui devait uniquement se dérouler en Chine, mais je n'étais absolument pas sûr de pouvoir tourner en Chine. Donc, je l'ai écrit vraiment en le fictionnant totalement. Et je me suis dit, mon plan B, c'était d'étendre mon enquête. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas aller en Chine, il fallait que j'essaye de voir si ces technologies de surveillance se diffusaient un peu partout dans le monde. Et en fait, en enquêtant aux États-Unis, en Angleterre, en France, je me suis rendu compte effectivement que ce mouvement qui était enclenché de ces technologies de surveillance qui se développaient partout dans le monde était en fait à l'œuvre partout. Et concomitamment, il y a eu des expérimentations de reconnaissance faciale à Nice. Et donc, je me suis vraiment intéressé au cas de Nice et notamment de Christian Estrosi. Et c'est comme ça que petit à petit, le spectre de l'enquête s'est élargi. Mais non, c'était vraiment une volonté de ma part. Voilà. Et à l'époque, vous étiez embauché vous travailliez pour un journal, vous étiez salarié ou vous étiez en freelance? Parce qu'il y a quand même la question d'enquêter, vous l'avez évoqué, Laurent, beaucoup de freelance. Comment on finance ces enquêtes? J'étais freelance et je travaillais comme pigiste dans une agence de presse. Voilà, c'est un projet que j'ai mené de front avec un autre documentaire que je faisais de mon côté. Du coup, comment financer votre voyage en Chine, l'emploi d'un interprète, d'un fixeur, de tout ça Alors le schéma, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, on a toujours donc une période de pré-enquête qui dure à peu près, sur un 90 minutes, c'est souvent 3-4 mois d'écriture de dossiers, on passe énormément de coups de téléphone, on essaye d'identifier ce qu'on va pouvoir faire, pas faire. Donc ce moment-là est souvent financé par nous, les journalistes. On a toujours une envie de porter le sujet le plus loin possible. Et puis souvent, on se dit, on n'a que nos 2 petits bras et parfois on est aidé de jeunes journalistes qui nous filent un coup de main, mais c'est pas si fréquent. Et ensuite, quand on écrit ce dossier, on le dépose à la chaîne. Et la chaîne met en général quelques mois, des fois 2, des fois 3, des fois 6 mois avant de dire oui ou non. Et là, Arte est parti assez vite parce que la thématique les intéressait. Et il a fallu trouver des fixeurs, donc des personnes qui allaient nous aider sur place pour pouvoir aller en Chine. J'ai essuyé, je pense, une dizaine de refus. Pour tout vous dire, quand je suis arrivé en Chine, j'avais réussi à trouver un jeune qui était d'origine française et qui parlait chinois. Quand on est arrivé sur place, le premier jour, on avait 25 jours sur place, il m'a dit « je veux plus faire le projet ». Donc on s'est retrouvés en se disant non, il va falloir qu'on se remonte les manches et si tu ne veux pas aller au Xinjiang, on trouvera quelqu'un d'autre, on le fera nous-mêmes, mais on peut comprendre que ça comporte des risques. Et finalement, il a pris son courage à 2 mains et il nous a suivis tout le long, sauf au Xinjiang. Mais oui, ça a été une aventure assez compliquée, ce film. Il y a le micro qui arrive et
C'est Jérôme qui est le porteur. Oui, madame. Bonjour, j'avais une petite question donc, pour Sylvain, notamment sur la partie sur le Xinjiang. Vous avez préparé 3 à 4 mois à l'avance. Comment ça s'est passé pour les visas? Est-ce que vous avez annoncé dès le début que vous alliez enquêter sur ce sujet? Et est-ce que, pareil, pour trouver les fixeurs, vous aviez annoncé directement à quelle sauce vous alliez faire le reportage, ou ça s'est vraiment un peu caché en quelque sorte? Donc cette conférence est captée donc, par des caméras. Oui, donc tu as le droit de raconter toutes les histoires que tu veux. Okay. Non, alors déjà, il faut savoir que pour pouvoir avoir un visa presse en Chine, il faut être invité officiellement par le Parti communiste. Ce qui est compliqué quand on veut enquêter sur le Xinjiang. Donc l'idée, c'était, et c'est vrai, c'était un sujet autour de comment la technologie peut permettre de lutter contre le terrorisme. Donc c'est cet angle-là que j'ai choisi, et qui était l'angle de mon sujet. Donc c'était, on va dire, une petite escroquerie, mais ce n'était pas une grande escroquerie. Et donc l'idée, c'était d'abord de me faire inviter par des entreprises. On a envoyé, je pense, une 40aine de demandes. J'ai réussi à avoir 5 entreprises qui acceptaient de m'inviter. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait le sceau du Parti communiste chinois pour rentrer en Chine. Donc les 5 entreprises nous ont dit « venez, sans souci ». Mais par contre, elles ont toutes refusé de me tamponner, de me donner ce fameux tampon. Donc, c'était hyper galère. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait un salon d'intelligence artificielle, donc un salon de big data classique en plein milieu de la Chine. Et généralement, dans ces salons, vous avez un délégué. Et donc, il y a un délégué en France que j'ai contacté pour m'accréditer pour le salon. Et je lui ai dit que j'avais besoin de faire des images avant et après. Et donc, j'ai réussi à avoir un visa global de 25 jours. À peu près 25-30 jours pour être sur place. Et c'est ce qui m'a permis, pendant cette période, de pouvoir circuler assez librement. Donc ça a été... j'ai joué la carte de la transparence, mais je pense qu'ils ne pensaient pas que j'allais aller au Xinjiang. Voilà. Moi, tu as été hyper transparent, d'une certaine manière. Absolument. D'autres questions? Monsieur? Pardon, merci. Bonsoir. Une question pour Monsieur Richard Forbidden. Je voudrais savoir si vous travaillez Reporters sans frontières, à un moment donné, et quand vous êtes sur le terrain, est-ce qu'il y a des ONG qui vous accompagnent, qui vous aident, qui sont aussi des signaux d'alerte ou qui peuvent avoir des informations? Parce que j'ai entendu dans votre témoignage des journalistes isolés, mais je me suis demandé si ils pouvaient être en connexion, en relation avec des ONG. Bien sûr. Et la dernière chose, d'un point de vue technique, j'ai votre infolettre. Jusqu'à présent, c'était Forbidden, et la dernière qu'on a reçue, c'est à votre nom. Donc, je vais comprendre ce qui s'est passé. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? C'est une vieille technique. Non, on ne travaille pas formellement avec RSF, mais on est en contact avec RSF, avec CPJ, avec Article 19, avec toute une série d'organisations non gouvernementales qui ont un rôle extrêmement important et qui défendent la liberté de la presse, qui défendent les journalistes, qui ont un rôle... nous, on essaie d'être complémentaires de ce qu'ils font. RSF va documenter les cas d'exaction, de meurtre, d'atteinte à la liberté de la presse, va aussi exiger des gouvernements de lutter contre l'impunité ou de conduire une investigation pénale quand il s'agit d'un meurtre, par exemple. Et nous, on est juste des journalistes. On est juste journalistes, on utilise le journalisme pour défendre le journalisme et pour faire en sorte que les gens soient informés. Et quand on regarde de près les enquêtes qui ont valu la liberté ou qui ont provoqué la mort de ces journalistes, en fait, on retombe toujours sur les mêmes histoires de blanchiment d'argent, de corruption, de crimes environnementaux, de violation des droits humains. Donc ce sont des informations importantes. Et donc notre rôle, c'est de faire en sorte que le citoyen, à la fin, soit informé et que cette information-là aille jusqu'au bout de son chemin. Sur la newsletter, on envoie une newsletter et hier, je crois qu'on l'a envoyée depuis ma boîte mail pour que ce soit aussi un peu plus personnel et un peu moins institutionnel pour faire en sorte que la lettre soit lue. Et j'ai oublié une question. Sur les ONG locales. Ah oui, bien sûr. Absolument. Donc à chaque fois, on est
à la fois, on essaie de travailler de manière confidentielle, donc de ne pas appeler trop de personnes ou trop d'organisations quand on enquête. Et en même temps, on a besoin d'avoir vraiment avec nous dans l'équipe, et c'est l'intérêt de ces grandes collaborations-là, des gens qui connaissent le terrain et qui le connaissent beaucoup mieux que nous. Donc, on collabore avec des journalistes locaux, et parfois, parfois et souvent, on a besoin de l'expertise d'une ONG, d'une organisation, d'une institution locale pour comprendre la réalité de l'impact environnemental de telle mine, pour comprendre la réelle évasion fiscale ou pas, optimisation fiscale ou pas de telle personnalité à Malte, par exemple. Donc on fait appel à des experts un peu partout. Alors moi, j'avais une question pour Richard et Sylvain. Est-ce que vous pourriez avoir recours à des outils liberticides au nom de l'information ? Tu es une personne pour... liberticide, c'est-à-dire de... c'est-à-dire de... Si vous avez Pegasus... oui, voilà. Est-ce que tu espionnerais ? Non, on reste dans le légal et on n'utilisera que les moyens qui sont les moyens de journalistes. C'est-à-dire demander à des gens s'ils veulent bien répondre à nos questions. En fait, on n'est pas des policiers, on n'est pas des magistrats, on est là au service de l'intérêt général. Et les seuls moyens dont nous disposons, en fait, ce sont nos questions, notre curiosité, et c'est tout. Et notre plume. Et nos sources. Mais les sources, c'est vous, c'est moi, en fait. Oui, c'est des gens qui sûr. ont, à un moment donné, une information et qui décident de la porter à la connaissance de tel journaliste parce qu'elles pensent que c'est important pour la communauté et pour l'ensemble. Donc, non, on peut pas se permettre d'utiliser des moyens liberticides. Après, il y a toujours, il y a eu des débats sur l'usage de la caméra cachée, par exemple. Peut-on ou pas filmer une personne à son insu ? Il y a toujours des questions. Peut-on utiliser un matériel qui a été volé quelque part, mais qui recèle, le mot est bien choisi, qui recèle un grand nombre d'informations qui méritent d'être portées à la connaissance du public. Donc il y a toujours une zone qui se définit à force de jurisprudence, où par exemple en France et en Europe globalement, on a le droit d'utiliser une caméra cachée quand il s'agit d'un intérêt de porter une information à la connaissance de l'opinion publique et qui relève de l'intérêt général. Voilà. À condition, il y a quand même des limites, que ça relève de l'intérêt général, que l'intimité de la vie de la personne ne soit pas violée, que certains aspects de la personne, de l'institution soient floutés et masqués. Donc voilà, mais ça c'est... Ces questions d'éthique, vous en débattez dans l'équipe ? Toujours. Il faut toujours en débattre. Après, il y a des standards qui sont là. Et vous avez votre propre expérience accumulée. On a une expérience accumulée et en plus, on travaille en réseau avec des reporters américains, anglais, qui vont tous avoir une façon de faire différente. En Angleterre, par exemple, au Guardian, où les lois sur la presse sont beaucoup plus difficiles. Quand on est un journaliste anglais, c'est difficile de publier. Il faut envoyer les questions à la partie adverse au moins 2 semaines à l'avance. Et il faut que les questions soient ultra précises. Et donc voilà, en France, on n'a pas vraiment une règle très précise là-dessus. On essaie de donner un temps raisonnable à la personne en face pour qu'elle puisse réagir. Donc c'est là un peu notre palette de moyens, mais en tout cas, non, aucun d'entre eux n'est liberticides et ils sont tous, finalement, c'est des moyens de journalistes qui sont extrêmement classiques. Et de la démocratie. Sylvain ? Non, je voulais juste rajouter que dans l'investigation aujourd'hui open source, on peut faire énormément de choses. C'est-à-dire que si on sait se servir d'Internet, si on sait se servir par exemple de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire le fait d'aller plonger dans les lignes de code, dans les algorithmes, c'est totalement légal. Et ça révèle énormément de choses. Donc parfois, on n'a même pas besoin de franchir la ligne rouge pour avoir des informations. Et je pense que l'enquête sur Pegasus le montre. C'est-à-dire que je pense que le scandale est mondial, il a eu un impact considérable et ils n'ont jamais franchi la ligne rouge de l'enquête. Donc c'est là où aussi on a parfois peut-être, nous, j'ai envie de dire un peu un défaut dans notre formation. C'est que
Si on travaille ça, si nous, en termes de journalisme pur, dans les écoles de journalisme, on travaille la data, on travaille à aller dans les algorithmes, à aller plonger dedans, je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses sans avoir à faire des choses illégales. Et on peut raconter l'histoire de celle qui a en quelque sorte créé ce journalisme d'investigation, qui est une Américaine, s'appelle Ida Tarbell, T-A-R-B-E-2-L. Ida Tarbell, c'est une jeune femme qui enquête en fait sur Balzac, Victor Hugo à Paris, et un jour son père l'appelle et lui dit, parce que lui il fabrique des barriques pour mettre le pétrole, et il lui dit, ça serait bien que tu viennes enquêter pour moi, parce qu'il y a un type en face de moi, il s'appelle Rockefeller, et franchement il utilise des moyens qui sont pas corrects, il fait travailler des femmes, des enfants. Elle revient aux États-Unis, elle va enquêter là-dessus et sur une documentation ouverte, sans jamais aller sous les tables chercher Dieu sait quoi. Et son enquête que vous pouvez encore lire, qui s'appelle la Standard Oil, est tellement puissante qu'elle va générer les dispositions prises par l'État américain sur les lois antitrust. Les lois antitrust, c'est Ida Tarbell, qui après va enseigner le journalisme d'investigation aux États-Unis dès la fin du 19e siècle. Et c'est vrai qu'en France, ça n'est pas une vraie discipline enseignée dans les écoles de journalisme. Ce que tu dis, par exemple, est fondamental, c'est-à-dire mettre les mains dans le moteur, alors que là-bas, oui, ce sont des choses. À Columbia, il y a tout un secteur, toute une discipline de journalisme d'investigation. Et je trouve que ce que vous faites est d'autant plus remarquable que vous le faites dans un pays qui n'a pas cette historique-là du journalisme d'investigation. En tout cas, je pense qu'on va peut-être arrêter là. Si vous n'avez pas... Si, il y a une petite question là. On va prendre la dernière. Je suis sûr qu'elle est formidable. Elle est forbidden, non pas forbidden. C'est pas une question, en fait, mais c'est... Oui, madame. C'est quelque chose qui est un peu peut-être abstraite. Je vais le dire quand même. Dans le métier de journalisme, est-ce que, par rapport à tout ce qu'on voit, c'est-à-dire il y a beaucoup de morts de journalistes, hein, et ça fait quand même mal au cœur un peu, est-ce qu'il y aura la possibilité de créer une branche qui est discrète, complètement discrète quand il s'agit d'investigation ou de travail dans des pays qui sont très dangereux ou dans des choses inhumaines ou dans des terrorisme ou dans des choses qui sont confrontées au danger, c'est-à-dire d'éviter qu'il soit visible, qu'il soit connu, qu'il soit GIA, de choses comme ça, quoi, sorte de... Est-ce qu'il y aura une possibilité de créer, c'est utopique un peu, mais bon, les morts qu'on voit, c'est-à-dire moi je regarde plusieurs chaînes de toutes les langues et je vois que beaucoup de journalistes sont victimes de ces choses-là et on les envoie comme ça, confronter le danger, comme si on les envoie à la mort, contre de la mort en fait. Est-ce qu'il y aura possibilité de lutter et de créer une branche qui est discrète, inconnue, qui va dans des pays de sorte danger, de service secret du journalisme. Comme la Chine, comme je ne sais pas quoi. Voilà, c'est long à expliquer, mais c'est ça. Mais en réalité, dans un grand nombre de pays, dans certaines zones d'un grand nombre de pays, il y a des collectifs anonymes de journalistes. Absolument. Qui ne peuvent pas se permettre de signer l'article avec leur nom. Il y a un grand nombre de rédactions ou de journalistes qui utilisent des VPN pour cacher en fait leur présence sur un territoire, pour pas qu'on puisse intercepter leur connexion avec le Wi-Fi et qu'on ne sache pas depuis quel ordinateur cet article a été publié. Donc le travail d'anonymiser et de travailler sous le radar en étant le plus anonyme possible, c'est une réalité. Je parlais de l'enquête menée avec les journalistes mexicains. C'est le collectif du 5 mars, parce que le 5 mars, c'est le jour où Miroslava a été assassinée. Il y a 21 journalistes dedans et personne ne connaît leur nom, ou alors on est très peu vraiment à les connaître, mais absolument, c'est souvent l'une des premières répercussions quand il n'y a plus de liberté de la presse. Les journalistes se cachent
pour écrire quand ils peuvent continuer à écrire. Vous êtes combien au bureau à Paris? On est 12 personnes en permanence. Et après, on travaille avec plus d'une centaine de journalistes, 120 journalistes dans le monde entier et une quarantaine d'organisations de presse. Si tu peux leur faire passer tous les remerciements de la salle qui est là, on sera bien content. Merci beaucoup, Sylvain. Et donc à toi aussi d'être venu, Laurent. Je vous remercie beaucoup et puis bravo à ces deux confrères. Merci. Un dernier mot, merci à Laurent Richard, à Sylvain Louvet, merci à Hervé Brusini d'avoir animé cette rencontre, merci à CAPA de nous avoir prêté le film. Je remercie Thomas, Alexandre et Renaud en régie. Je vous souhaite une excellente soirée. Cette rencontre a été captée et sera rediffusée sur notre site internet.